Le 11 septembre dernier, la Ville de Baie-Saint-Paul organisait des consultations sur la gestion post-inondation, consultations auxquelles étaient conviés les citoyens de Baie-Saint-Paul, mais bien évidemment les sinistrés. Les caméras n'ont pas pu assister directement aux consultations. Alors, je fais le point avec notre journaliste Mathieu Larivière. Mathieu, bonjour. Bonjour Martin. Mathieu, d'abord, présentez-nous quels étaient les objectifs de cette consultation. Alors, on souhaitait consulter les citoyens sur plusieurs thématiques. C'était un moment pour que les citoyens puissent s'exprimer. Et d'ailleurs, le maire Michael Pilote en a glissé quelques mots lors de la dernière séance du conseil municipal ici à Baie-Saint-Paul. On va aller l'écouter. Voici un extrait. Je pense que vraiment, les gens, il y en a qui le disent depuis le début, qui veulent se faire entendre, mais là, c'est le moment de venir s'exprimer. Qu'est-ce qui a moins bien été là, de leur vision de la part de la Ville dans la gestion, autant du sinistre, dans la gestion du rétablissement, de venir s'exprimer sur l'aménagement du territoire. On a plusieurs terrains qui sont vacants. Qu'est-ce que les gens ont à nous proposer? Qu'est-ce qu'on peut faire sur les terrains là, qui sont vacants? Et on vient vraiment là, écouter la population pour cet exercice de consultation. Mathieu, ces consultations étaient menées par une firme extérieure, une firme de relations publiques. Et on invitait les participants à exprimer quels étaient, selon eux, les bons coups de l'administration dans la gestion des inondations, mais aussi quels étaient les ratés puis les mauvais coups. Oui, effectivement, Martin, ce sont vraiment les mauvais coups qui ont retenu l'attention lors de la soirée. OK. On a beaucoup entendu parler de déception et de frustration des citoyens qui n'étaient pas prêts encore à tourner la page avec la Ville de Baie-Saint-Paul. On a critiqué les délais dans l'émission des permis de démolition, par exemple. Oui, la gestion post-inondation, ça a vraiment été compliqué et ça l'est encore dans certains niveaux, là. Oui, on critique encore du côté des sinistrés le manque d'empathie de la Ville et des conseillers municipaux pour les quartiers sinistrés. On en est venu aussi à parler de commémoration. Oui, mais avant d'aller aux commémorations, dites-moi, est-ce qu'il y a eu quand même des bons coups qui ont été soulignés? Oui, on a beaucoup souligné la solidarité entre les citoyens à Baie-Saint-Paul. On a aussi remarqué l'aide que les restaurateurs ont apportée aux sinistrés dans les repas qui ont été apportés. Donc, la réaction immédiate là, face aux sinistres. On a souligné l'aide de l'équipe du festif qui s'est beaucoup impliquée dans le ramassage des débris, notamment les escouades de vigilance du CIUS de la capitale nationale qui passaient de porte en porte pour savoir si les gens avaient besoin d'aide. Travailler en santé mentale. Oui, si les gens avaient besoin d'écoute, avaient besoin de support dans la détresse psychologique. Malgré les critiques qui ont été dirigées vers la Ville, on a reconnu que la gestion des dons a été bien opérée. Les citoyens ont dit qu'ils ont reçu l'aide dans un délai qui était raisonnable. Oui, rappelons, Mathieu, que les collectes, l'argent populaire, les dons avaient récolté jusqu'à 260 000 pour les sinistrés, donc c'est important. Mais j'aimerais savoir, comment les citoyens ont réagi lorsqu'on leur a dit qu'il faudrait peut-être commencer à commémorer ces événements, parce que ça a été tragique pour la Ville? Oui, effectivement, Martin, ça a été tragique. Le mot d'ordre des 20 citoyens qui étaient présents lors de la première consultation, c'était « on n'est pas rendu là, c'est trop tôt ». Certains ont même mentionné, c'est limite un manque de respect de la Ville. D'autres ont affirmé, lors des commémorations qui ont eu lieu en mai 2024, un an après les événements, on a senti que c'était fait pour la presse, pour les médias, et qu'on était parfois laissé en arrière-ban les sinistrés du quartier Saint-Joseph. D'autres ont dit aussi les oubliés de la rue Ménard. Ça a été une critique qui a été dirigée vers la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, le dossier est encore trop chaud pour commencer à commémorer quoi que ce soit. Effectivement. Mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on va faire avec les espaces vacants? Parce que là, avec les démolitions qui se multiplient, il y a de plus en plus d'espaces vacants dans les zones qui ont été inondées. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on a commencé à aborder un peu? Plusieurs suggestions ont été amenées. On a notamment mentionné des infrastructures naturelles, des parcs pour les enfants, des parcs éponges aussi qui pourraient absorber l'eau lors de crues potentielles futures. On a mentionné que on ne voulait pas que le quartier Saint-Joseph devienne une voie de contournement dans Baie-Saint-Paul ou qu'on y crée des stationnements. On souhaite que ça reste un quartier familial. Et de façon générale, les sinistrés qui étaient présents ont indiqué « nous souhaitons que ce soit décidé par et pour les sinistrés ». Donc, pas nécessairement que tous les gens du Grand Baie-Saint-Paul qui ne... décident de qu'est-ce qu'on fait avec le terrain vide à côté de chez moi. Exactement. Dites-moi, est-ce que ces consultations pourraient servir à prévenir l'avenir? C'est drôle à dire comme ça, mais on risque d'avoir d'autres inondations ou d'autres... On sait que les changements climatiques sont forts. Est-ce qu'on a réussi à porter une vision sur l'avenir? Oui, absolument. Certains citoyens ont indiqué « nous vivons dans une ère de transition climatique, si on peut dire. » Justement. Et Baie-Saint-Paul n'y échappera pas. Il y a
de potentiels sinistres qui pourraient se produire dans la municipalité. Donc, que devrons-nous faire? Alors, certains ont dit nous devrions, en tant que municipalité, mettre sur pied des comités d'urgence, des plans d'évacuation prédéterminés, des points de rassemblement bien indiqués dans la ville pour se réunir en cas de sinistre. D'autres ont dit on pourrait mettre sur pied des plans de gestion des berges en cas potentiel d'inondation. Certains ont aussi admis qu'ils aimeraient que davantage de permis d'immunisation pour surélever les maisons soient délivrés dans la municipalité pour élever les maisons à un niveau supérieur par rapport au niveau de l'eau. Au niveau de l'eau, dans le cas d'une inondation qui pourrait se reproduire à Baie-Saint-Paul. Quand même beaucoup de bonnes idées. Et les consultations ne sont pas terminées. Non. Alors, nous avons assisté à la première consultation. Oui. Il y en a 4 à venir dans les prochaines semaines. Je les mentionne rapidement. Le mardi 17 septembre à 19 h à l'Aréna Luc et Marie-Claude, l'Aréna municipale de Baie-Saint-Paul. Oui. Mercredi 18 septembre à 10 h en avant-midi. Lundi 23 septembre à 16 h, fin d'après-midi. Et mardi 24 septembre en soirée à 19 h. Monsieur Larivière, merci beaucoup et au plaisir. Merci, Martin. Il se passe beaucoup de choses à Saint-Urbain. Et pour en parler, j'accueille la mairesse, Claudette Simard. Madame la mairesse, bonjour. Bonjour, Martin. D'abord, bienvenue sur le plateau de TVCO. Ça me fait plaisir. Parlons d'abord de développement économique parce qu'il se passe plusieurs choses dans votre municipalité. Oui, moi, j'aimerais d'abord qu'on fasse le point sur vos développements immobiliers. On sait que la Ville a mis en disposition 2 secteurs. Là. Il y avait des lots à vendre depuis maintenant 1 an ou 2. Oui. Est-ce que c'est comblé? Est-ce que c'est vendu, madame? Pas du tout. Les 2 développements ne sont pas tous vendus. On a quelques constructions déjà installées. Oui. Je parle celui du prolongement de la rue Saint-Jean et de la rue des Basques dans le cœur du village, en bas. Qui est desservi. Qui est desservi en partie par les maisons existantes et par les futures maisons, quelques-unes. Et ensuite, vous avez le développement en haut, le développement des Sorbiers à Saint-Jérôme, qui est un autre secteur pour développer au niveau de Durand-Saint-Jérôme. On est rendu à combien, à peu près, dans les pourcentages de vente là-dessus? Vous aviez quoi, une quarantaine de lots, à peu près, à Non. Au total, au développement des Sorbiers, c'est toujours par phase qu'on le fait parce que ça coûte cher. Okay. Donc, nous, pour la première phase, on a 10 ou 12 terrains qui sont à vendre. Oui. On n'en a aucun de vendu encore. On a des gens qui sont informés, qui ont reculé, peu importe. On sait très bien que la conjoncture économique n'est pas facile. Oui. Donc, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on a de la disponibilité. Donc, on attend les futurs acheteurs. On a aussi, au niveau du développement de la rue Saint-Jean, du prolongement de la rue Saint-Jean et Sorbier, décidé d'y aller avec un promoteur qui est venu nous rencontrer, Construction Rosaire-Gay, pour penser à des mini-maisons. Vous connaissez comme moi la conjoncture au niveau logement. Oui. Et on nous a promis qu'on pouvait livrer à des coûts accessibles, des mini-maisons presque sur mesure à Saint-Urbain. Oui, tout à fait. Alors moi, je trouvais le projet intéressant. On avait vu une maison modèle. On en a une d'installer sur le terrain et on y va par phase là aussi. Alors le promoteur en a déjà une qui va être installée d'ici quelques jours, et les autres vont suivre tout dépendant de la demande. Alors, on y va là aussi parce que en bas, particulièrement, c'est vraiment, il faut desservir l'eau et l'égout. Oui. Hein? C'est des coûts importants. Fait que là, on doit s'assurer qu'on garde un équilibre et que lorsqu'on compte, on va mettre des millions dans le développement avec des terrains qui sont pas vendus. Vous y allez progressivement. Mais on va y aller progressivement et c'est une offre intéressante, je pense, pour la population. Ce qu'on comprend, c'est que vous serez prête à accueillir ceux qui voudront s'installer à Saint-Urbain, parce que là, il y a des gros projets qui s'en viennent. Puis je pense à l'usine Galveco. Oui. Les travaux ont commencé. Oui. Cette usine, une usine de galvanisation, on parle d'un investissement de 70 millions. Oui, c'est eux qui ont le plus grand, la dernière phase, la phase 3 du parc industriel. D'accord. Dont l'entièreté était achetée par M. Charles Simard. Et donc, ce qu'on voit présentement, la construction, c'est vraiment pour la chaufferie, et parce qu'ils vont chauffer... à la biomasse, c'est ça qui est annoncé. Et c'est majeur, c'est quand même assez grossi. On parle de 70 millions. Le projet global, oui, c'est 70 millions. Combien d'emplois avec ça? Une centaine d'emplois. Et bien, avec des services assez intéressants pour les employés. Donc, une garderie, cuisine et autres. Fait que ça serait intéressant, je pense, d'y travailler. C'est un processus de galvanisation, c'est un processus industriel qui est assez lourd. C'est quoi les garanties que vous avez eues quant à la protection de l'environnement? Bien, moi, je vous dirais, j'étais agréablement surprise quand nous avons eu la présentation officielle de la part de Charles Simard et son équipe pour nous expliquer tous les protocoles auxquels ils devaient répondre
pour avoir ces autorisations en environnement, oui. Que ce soit pour l'eau, que ce soit pour l'air, que ce soit le sol, parce qu'il a dû avoir de la compaction dynamique. Alors, il a obtenu tous ces projets, tous ces permis. Et ça a été un dur travail qui a été fait pour les obtenir, parce que, comme il y avait beaucoup de craintes, on sait, dans la population, oui. mais la présentation a donné toutes les réponses, et je pense que même si on a encore des inquiétudes pour certaines personnes, je peux vous dire qu'il a passé haut la main afin d'obtenir ses permis. L'ouverture est prévue pour quand? Novembre 2025. Maintenant, sur un autre sujet, là, on a appris qu'il y avait du titane dans le sous-sol de Saint-Urbain et qu'il y avait des spéculateurs, des gens qui étaient intéressés à venir faire des travaux miniers pour voir si effectivement on ne pourrait pas développer une mine de titane à Saint-Urbain. Ça fait réagir beaucoup. Pouvez-vous m'en parler un peu? Bien, moi, oui, ça fait quand même 4-5 ans qu'à l'époque, c'était Viard avec le projet Foutil, qui s'appelait ainsi, et il venait faire un peu de prospection du côté du nord, au nord de Saint-Urbain, à la limite du parc des Grands Jardins. D'accord. Alors, oui, on voyait passer l'hélicoptère. Il venait nous rencontrer à l'occasion pour nous expliquer où il en était rendu. Mais ça a pris pratiquement 5 ans là, pour en arriver aujourd'hui à ce que Viard soit maintenant Niobé, parce qu'ils l'auront vendu. Bon, alors là, on est rendu... Moi, ce qui m'a étonné le plus, c'est de voir ce forage qui va se faire du côté du contrebas du Mont-des-Cygnes. Du Mont-des-Cygnes. Parce que ce qu'on a appris, justement, c'est que le ministère de l'Environnement a octroyé des permis pour après la chasse, quand même. Là, ils ont respecté les chasseurs. Mais il y a des forages qui vont se faire de ce côté-là. Tout à fait. Ça a réagi assez fortement là-dessus. C'est normal, hein, je pense. Racontez-moi un peu. Je sais même que la MRC a pris position de ce côté-là. Oui, c'est pas position, c'est donner un avis. Le ministère des Ressources naturelles a demandé un avis sur ce projet-là. Il a demandé pour la MRC de l'Est, notre MRC. Nous, on a envoyé aussi un avis au niveau municipal, mais on a fait parvenir l'avis le 10, puis le 11 sortait l'autorisation de la part du ministère, le permis. Voilà. Vous vous opposez au projet? J'ai de la misère à répondre. De toute façon, ce qu'ils vont faire là, puis on ne peut pas les empêcher. Ils ont des claims, ils sont autorisés à le faire. Vous savez comme moi qu'au niveau des lois sur les mines, même les gouvernements n'ont pas tellement de pouvoir. Et si je vous dis que j'ai 75 de mon territoire qui a des claims... Oui. Hein, 75 et 70 de mon territoire est sur le séminaire de Québec. Fait que vous voyez qu'il ne m'en reste pas gros municipal. Et le secteur où seraient les forages, c'est sur le séminaire de Québec. Donc, au point de vue légal, vous avez peu de juridiction qui vous permettent d'intervenir là-dessus, si ce n'est que donner des avis puis de prendre une position. Est-ce que vous pensez participer aux consultations en cours sur les aires protégées? Parce que vous pourriez peut-être demander que cette aire-là soit protégée. Bien, écoutez, bien sûr qu'on va y participer. Je pense qu'au niveau du Conseil des maires, on ne peut pas passer à côté de ça. On parle des paysages, on parle de l'environnement et on est, nous, à la limite du cratère qui fait en sorte que c'est la réserve mondiale de la biosphère. On travaille pour être en liste à l'UNESCO pour être reconnu mondialement, c'est autre chose, là. Quand Des intérêts divergents. Tout à fait. À suivre. Lors de votre élection, vous aviez parlé de l'importance de mobiliser vos citoyens, puis de faire en sorte qu'il y ait... Bon, que les gens de Saint-Urbain s'entraident. Oui. Il y a eu des initiatives là, qui ont été mises de l'avant. Parlez-moi de ça. On a dû travailler... D'abord, on a décidé pour l'avenir, pour l'année 2025-26, de travailler sur la revitalisation du milieu villageois. Oui. À partir de là, avec la chance d'avoir aussi le projet signature au niveau MRC, qui aide les municipalités, qui les accompagne pour revitaliser nos milieux, alors nous avons eu la chance d'avoir une... rue principale, qui est venue faire des consultations publiques avec former des comités, écoutez, on avait plus de 125 personnes qui ont participé à ces consultations-là. Et qui devaient mener à? Qui devaient mener à c'est quoi qu'on veut pour l'avenir dans notre municipalité. Comment on revitalise notre milieu villageois? C'est quoi vous voulez avoir comme changement? Puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour y travailler? Est-ce qu'il y a des réponses à ces questions? Bien oui.
Alors, le projet continue. Écoutez, on en est présentement à revoir la circulation pour le transport scolaire et les enfants avec l'école. Fait qu'on est en lien avec le Centre de services scolaires de Charlevoix pour travailler sur un projet de revitalisation au niveau circulation, au niveau des enfants qui vont à l'école, une nouvelle rue qui serait construite à l'intérieur de tout ça. Donc, ça se mobilise présentement, là, et les efforts ont été faits. Oui, il y a le MADA, il y a pour les nouveaux arrivants, il y a aussi le projet pour la revitalisation du noyau villageois, les loisirs. Alors, on a 4 ou 5 nouveaux comités qui sont formés. Et moi, je trouve ça essentiel. Puis j'aime ça voir nos nouveaux arrivants s'impliquer. J'aime ça voir les jeunes familles adhérer puis dire, nous, on est prêts à embarquer dans vos projets, puis on veut être là pour vous accompagner. Vous arrivez à la 3e année de votre mandat de mairesse. Oui. Si vous aviez un qualificatif à donner sur les 3 dernières années, j'ai l'impression que ça n'a pas été facile. Non. Avec les inondations, puis tout ce qui s'est passé, puis ce qui arrive. Parlez-moi un peu, quelle image vous vient à l'esprit là, quand on parle des 3 dernières années? J'ai l'impression que j'ai pris 10 ans en 1 année et demie et je me suis sentie coupable longtemps. Sur plein de choses, mais en lien avec les inondations, bien sûr. Oui, j'ai trouvé ça très difficile. Et en Pourtant, même vous n'avez temps, pas fait l'objet de reproches publics. Là. Non, mais moi, je m'en suis fait, puis je m'en fais encore, mais on va passer. OK. Mais vous avez trouvé ça difficile à ce point-là d'assumer tout ça? Vraiment, vraiment. Et en même temps, je n'aurais pas voulu être ailleurs que mairesse quand c'est arrivé tout ça. Parce que je trouve ça... Pour moi, c'est une famille, là, la municipalité. Je fais rire les gens avec ça, mais moi, c'est ma famille, c'est nos gens, c'est notre monde. Alors, ces événements-là m'ont affectée parce que je me mets souvent à la place des gens qui vivent des situations, que ce soit pour un dossier, un projet ou autre. Oui. Bon, dois-je comprendre que ça a été le plus dur de tous les mandats que vous avez faits à la mairie? Oui, c'est le plus dur et c'est le dernier. Et vous me confirmez ce matin que c'est le dernier? Ah, tout à fait. Oh, oui. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Je ne suis plus capable de suivre. Bien, moi, j'ai été très heureux de vous suivre aujourd'hui en entrevue. Puis c'est pas votre dernière entrevue à TVCO. On va se revoir d'ici votre départ. Je vous remercie beaucoup, Mme Simard, et je vous souhaite la meilleure des chances. C'est très gentil. J'ai beaucoup aimé cette entrevue. Merci. Au revoir. Merci. Dans le cadre d'une série d'entrevues portant sur la protection et l'aménagement du territoire régional, TVCO a rencontré l'équipe de la région de la biosphère de Charlevoix. Pour commencer, c'est quoi votre mandat pour expliquer à la population là, de façon vulgarisée qu'est-ce que vous faites? La région de la biosphère, en tant qu'organisme, en fait, c'est une désignation de l'UNESCO. Donc, c'est un statut qui découle de l'UNESCO. Dans Charlevoix, on a ce statut-là depuis 1988, donc ça fait déjà un certain moment. C'est l'UNESCO qui reconnaît un territoire qu'on dit particulier pour les milieux naturels qu'on retrouve, pour la population qui y vit, parce qu'on va tenter de mettre en place des pratiques de développement durable qui vont permettre la conservation de la biodiversité, mais le développement économique, mais de manière durable. Donc, nos fonctions en tant que région de biosphère, c'est la conservation de la biodiversité, le développement durable, puis la recherche et l'éducation. Le gouvernement du Québec a lancé un appel à projet l'année dernière par rapport aux aires protégées. En quoi ça consiste? Cet appel à projet-là sert à atteindre les cibles que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont ciblées, de protéger 30 % des terres au niveau de la biodiversité. Et puis cet appel à projet-là, il cible, si je ne me trompe pas, 5 aires protégées, dont 5 types d'aires protégées, exactement, des désignations. Et puis, c'est ça, et tous les citoyens, toute personne ou organisme peut soumettre une aire protégée avant la date qui est le 15 octobre 2024.
Donc là, il y a des organismes comme vous qui décident d'aller consulter la population pour savoir c'est quoi votre intérêt ou quel territoire serait à protéger. C'est bien ça? Exactement. Nous, avec le financement de Environnement Changement climatique Canada, c'était spécifiquement ça notre intérêt aussi. C'est à l'échelle canadienne, tandis que l'appel à projet dont on vient de parler, c'est vraiment spécifique au Québec, c'est provincial. Oui. Donc on avait déjà entamé des démarches là, pour élaborer un plan de conservation, donc nous, pour dicter les actions qu'on va poser pour les 10 prochaines années. Une de ces étapes-là, ça a été de réaliser une analyse de priorisation de nos milieux naturels. Donc, on a croisé les données de valeur écologique et des menaces sur le territoire, puis on en est venu avec une priorisation de 30 % de nos milieux naturels. Puis à cette couche de données très, très géomatiques, c'était les données qui étaient disponibles en ligne par les partenaires, on voulait ajouter une composante socio-culturelle. Donc, on voulait aller consulter la population, les parties prenantes, donc les acteurs des comités sectoriels, là, que ce soit les communautés autochtones, les MRC sociales, secteur forestier, agricole, tout ça, pour ajouter la couche socio-culturelle et voir si notre analyse là, cadrait avec leur réalité aussi. Donc, est-ce qu'il y a des lieux en particulier que vous souhaiteriez conserver, qui n'ont peut-être pas été pris en considération parce que, justement, il y a une valeur, disons, pour les communautés autochtones d'utilisation du territoire depuis tant d'années. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, là. Vous êtes la région de la biosphère dans Charlevoix. Vous travaillez particulièrement dans la MRC, les 2 MRC de Charlevoix. Il y a le Conseil régional de l'environnement qui travaille au niveau de la capitale nationale dans son ensemble. Donc, c'est un territoire beaucoup plus vaste. C'est quoi vos relations avec ces organismes-là qui sont à l'échelle de la capitale nationale? Comment vous travaillez avec eux? Qu'est-ce que vous faites? Il y a différents organismes en environnement, même dans Charlevoix. Nous, à côté de nos bureaux, on a l'organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency. Il y a le comité ZIP Saguenay-Charlevoix aussi. Tous ces organismes-là, le CRE, il y a Conservation de la Nature Canada aussi qui va venir faire de la conservation sur le territoire. Donc, il y a différents organismes à différents paliers. Oui. Nous, c'est spécifique à la région de Charlevoix. On essaie d'avoir ce rôle-là un peu fédérateur, de rassembler, faire de la concertation entre tous ces organismes-là. Si je prends l'exemple de l'organisme de bassin versant ou du comité ZIP, ils ont des mandats précis associés à des compétences sur la gestion de l'eau, sur le littoral, le fleuve. Le CRE a un mandat plus large qui peut sembler similaire à celui d'une région de biosphère. Donc, ils vont œuvrer aussi en développement durable, adaptation au changement climatique, protection des milieux naturels. On est en constante communication avec tous ces organismes-là, puis on essaye de ne pas se marcher sur les pieds là, selon nos champs de compétences. Donc, on sait que ces organismes-là font, par exemple, de la conservation volontaire, vont aller faire des cahiers de propriétaires, aller en territoire privé, faire des analyses de milieux naturels. Donc, nous, ça, on ne le prendra pas. On va le laisser à ces organismes-là. Ils font aussi des infrastructures vertes. Eux, l'organisme de bassin versant aussi. Donc ça aussi, c'est une compétence sur laquelle on ne s'attardera pas. Donc, nous, on essaie de concentrer nos efforts sur ces milieux-là qui sont peut-être mis de côté par les mandats des autres organismes, puis d'avoir une vision d'ensemble globale. Donc, où est-ce qu'on peut aller combler, de s'assurer que tous ces acteurs-là travaillent dans le même sens aussi, spécifiquement pour Charlevoix. Là. À ce stade-ci du projet, est-ce qu'on en a une idée de quel type de désignation pourraient avoir ces territoires protégés-là? Est-ce que ça va automatiquement devenir des parcs nationaux? Fait que non, il y a différentes, comme j'ai mentionné plus tôt, il y a différentes désignations. Les parcs nationaux, c'est pas un statut d'aire protégé qui est visé par l'appel à projet. On s'attend à ce que la majorité des projets qui vont être désignés lors de l'appel à projet, ce soit des réserves de biodiversité. Okay. Réserve de biodiversité, c'est un statut qui permet de protéger le territoire, différents échantillons de l'ensemble des écosystèmes représentatifs du Québec. Alors, ce n'est pas nécessairement
des écosystèmes qui sont rares ou qui sont avec des espèces à statut, comme statut précaire ou peu importe. C'est plus des écosystèmes qui peuvent être un peu plus comme des lacs ou des forêts, des milieux humides, un peu tous des échantillons de l'ensemble de la région du Québec. On a ciblé quelques zones à prioriser, puis qu'on veut soumettre. Dans Charlevoix? Dans Charlevoix, exactement, qu'on veut soumettre pour l'appel à projet. L'une de ces zones, ça serait la rivière Picobas. Puis c'est un projet qui avait été déposé dans les années environ 2006 pour un projet de conservation par divers organismes. Puis ça a un peu été mis de côté, ça a été mis à l'eau. Fait qu'on veut voir s'il y a un argument pour protéger ce territoire-là. Et puis on chapeauterait pour soumettre ce territoire-là. Fait qu'on s'attend que ces réserves de biodiversité-là aussi, ils permettent certaines activités, fait qu'ils permettent aussi des activités de récréo-touristiques. De pêche, de chasse. C'est ça. Alors, c'est très flexible comme statut. Est-ce qu'il y avait d'autres secteurs qui étaient à protéger, qui étaient vraiment d'intérêt? Bien, c'est certain qu'ici, les écosystèmes subalpins, comme je te mentionnais avant l'entrevue, on les a pris dans leur entièreté, pas seulement un 30 de ces écosystèmes-là, parce qu'ils sont vraiment particuliers. Au sud du Québec, on les retrouve juste dans les Monts-Groux sur la Côte-Nord, dans les Chic-Chocs en Gaspésie et ici dans Charlevoix. Donc, c'est vraiment 7 petites patchs d'écosystèmes. Donc on les trouvait, ils sont plus rares, donc ça mériterait d'être protégé dans son entièreté. Puis la zone entre les deux parcs nationaux, c'est une zone importante pour la conservation des oiseaux qu'on appelle une ZICO. Nous, on est gardiens de cette zone-là, qui est aussi candidate pour être une zone clé pour la biodiversité mondialement. Là, ils sont en train d'identifier à l'échelle mondiale les zones clés pour la biodiversité. Donc, on trouverait ça important que cette zone-là soit plus encadrée, mieux protégée. Il y a déjà certaines portions là, qui sont aires protégées ou qui ont différentes restrictions, mais on souhaiterait là, agrandir cette zone-là. Donc, ça pourrait être un projet là, qui est déposé aussi. Est-ce que les caribous tournent dans ces écosystèmes-là? Oui, bien, la plus grande zone qu'on voit forestier, c'est l'habitat essentiel du caribou. La majorité du territoire que vous avez suggéré en appel à projet, ce sont des milieux en vert, ici sur la carte, donc en milieu forestier. Qu'est-ce qui se déroule actuellement comme activité sur ce territoire-là, au nord de la MRC? Ouais. Alors, au nord de la MRC, dans ce territoire-là qui a été ciblé, là, plus en vert, là, les milieux forestiers, il y a beaucoup de foresterie. C'est l'activité principale industrielle qui est en jeu. Sinon, il y a un petit peu de développement minier, légèrement. Il y a une mine de silice juste au nord de la ZEC des Martres. De Saint-Urbain, oui. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un autre projet minier qui est en cours, le projet minier Foothills, qui est en développement. C'est quoi la réception des acteurs dans ce milieu-là sur le fait qu'on projette de vouloir protéger ces territoires-là? Quels sons de cloche vous avez eus? Ça, c'est ce qui va être à définir en consultation. Là. C'est pour ça qu'on va aller rencontrer les MRC aussi, voir eux, déjà, avant de déposer, est-ce qu'ils sont d'avis que ça pourrait aller de l'avant ou pas du tout parce qu'il y a des enjeux à ce niveau-là. Mais toutes ces discussions-là sont à avoir en consultation, ce qui va suivre le dépôt. La date butoir pour le dépôt des appels à projets pour les organismes comme le vôtre, c'est le 15 octobre 2024 auprès du ministère de l'Environnement. Sans vouloir avancer personne, on est à la mi-septembre. Est-ce qu'on n'est pas un peu proche de la date butoir à ce stade-ci pour commencer à sonder le terrain auprès de la population? Oui, d'un côté, mais d'un autre, pour ce qui est de soumettre un projet, c'est très, très simple. Alors, tout le monde peut le faire. C'est un petit formulaire avec des descriptions c'est quoi l'intérêt à protéger ce territoire-là, avec une carte à cibler le territoire à protéger, puis sinon quel type d'aire protégée est ciblé. Ici, même le monde ne savent pas nécessairement quel
type d'air protégé utilisé ou pas. Il y a aussi un choix de mettre plusieurs types ou autres. Alors, c'est accessible à tout le monde et c'est un processus qui est simple. Puis j'ajouterais aussi que nous, le processus de consultation, il a été entamé il y a 1 an déjà. Donc, c'est pas pour l'appel à projet qu'on l'a enclenché nécessairement. C'est pour plus largement, comme je disais, toutes les actions de conservation. Okay. Donc, on a déjà ces informations-là qui vont nous permettre... Nous, en fait, on cible nos zones avec les informations qu'on avait déjà recueillies. Okay. Là, c'est que c'est ouvert à tous, donc n'importe qui peut aller déposer un projet. Mais nous, les projets qu'on va déposer là, proviennent des analyses qui ont déjà été réalisées. Puis, la date du 15 octobre, c'est la première étape vers un processus qui va quand même être assez long. On s'est fait dire que ce serait plus rapide là, que les aires protégées, la soumission d'aires protégées auparavant. C'est la première étape. Ensuite, les MRC ont jusqu'en novembre pour donner la résolution. Puis suite à ça, va s'enclencher un grand processus de consultation. Donc, c'est à ce moment-là que vraiment la population, tous les acteurs là, vont pouvoir se prononcer sur les projets qui vont avoir été retenus par le ministère. Donc, c'est une première étape, mais on enclenche un grand processus de consultation là, qui va se poursuivre. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bien, merci pour l'invitation. Dans le cadre de notre grand dossier sur la protection du territoire en Charlevoix, on reçoit aujourd'hui le coordonnateur à l'aménagement du territoire de la MRC de Charlevoix, M. Stéphane Chéné. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est correct. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre profil ici à la MRC de Charlevoix? Ma principale responsabilité, c'est de travailler à l'élaboration et à la mise en œuvre des différentes politiques en aménagement du territoire qui sont adoptées par le Conseil de la MRC. Ça fait longtemps que vous travaillez à la MRC de Charlevoix? Ça fait environ 25 ans. OK. Le gouvernement du Québec a lancé un appel à projet un peu plus tôt cette année dans le cadre de la protection territoriale dans le sud du Québec. On cherche à sonder la population pour protéger davantage de territoires. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu dans quel contexte vous agissez en ce moment? C'est un projet du ministère de l'Environnement. C'est un appel à projet. Donc, toute personne, tout organisme peut proposer des nouveaux territoires, des nouvelles aires à protéger sur le territoire public. C'est la première étape. Le rôle de la MRC, dans un premier temps, ça va être de produire ce que le ministère de l'Environnement appelle une résolution d'appui à l'analyse du dossier. Donc, vous recevez des dossiers d'organismes environnementaux ou de citoyens? Exact, oui. Et puis là, en quoi consiste cette résolution-là que la MRC produit? C'est une première étape que le ministère de l'Environnement demande pour amorcer le dossier. Donc, une MRC, c'est comme un premier contrôle ou un premier filtrage des projets. Ouais. Le ministère demande que les MRC appuient le dépôt de projet. Le dépôt de projet, mais aussi l'amorce de l'analyse. Parce que les projets qui vont être comme ça acceptés pour l'analyse vont faire l'objet vraiment d'une étude plus approfondie l'année suivante dans la région. Est-ce que vous faites comme une petite étude de votre côté et vous dites oui, on appuie ce projet-là ou non, on le déconseille? Oui, je crois que la MRC va analyser chaque proposition soumise. Par contre, il faut savoir que ce n'est pas un appui direct au projet, c'est un appui pour amorcer l'analyse des projets. Donc, ce n'est pas une longue démarche? C'est une démarche préliminaire, si on veut, une première démarche. Et la date butoir pour la population ou les organismes qui désirent déposer des projets, c'est le 15 octobre. Exact, OK. Et de votre côté, vous avez jusqu'à la fin novembre? Oui, la MRC a jusqu'au 29 novembre pour produire la résolution d'appui à l'analyse comme telle. Et vous en avez reçu jusqu'à présent? Pour l'instant, on n'a pas encore reçu de soumission de projet, là. Est-ce que ça inquiète du côté de la MRC d'être si proche de la date et d'avoir rien reçu? Ou... Non, c'est assez habituel parce que les organismes doivent quand même monter un dossier pour que le projet ou leur appel de projet soit intéressant. Ils doivent quand même analyser le territoire, définir une délimitation, idéalement recevoir peut-être l'appui de différents organismes du milieu. Donc, ça prend un certain temps de monter une candidature, un projet, et ensuite pour le soumettre à la MRC. Est-ce que vous, en tant que MRC, vous pouvez comme être un acteur qui propose au niveau du ministère de l'Environnement des projets par vous-même ou vous devez seulement être la courroie de transmission de la population et des organismes? Est-ce que vous pouvez être un acteur militant en quelque sorte? Oui. L'appel de projet du ministère de l'Environnement est ouvert
à tous. Donc, la MRC ou une municipalité locale pourrait proposer un projet d'aire protégée. Parlons maintenant des territoires d'intérêt qui seraient à protéger sur le territoire de la MRC. On a ici à l'écran une carte complète de la MRC de Charlevoix. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord les différents éléments qu'on y retrouve? Oui, c'est une carte surtout de la partie nord de la MRC, donc les terres publiques, le TNO Lac-Picoba. Oui. La plus grande partie du territoire, c'est la réserve faunique des Laurentides. Ce n'est pas un territoire protégé comme tel parce qu'on permet l'exploitation forestière et l'exploitation minière. Les territoires protégés, on les voit au centre. Le principal, vers Kaki un peu, c'est le parc national des Grands Jardins. Grands Jardins. Et dans la portion nord-nord-est, c'est une portion du parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie-Comtel. Donc ça, ce sont deux territoires qui sont déjà sous haute protection, oui, si on peut dire. Ils ont le statut d'aire protégée. Dans le vert pâle qu'on voit sur la majorité de la carte, quel secteur serait d'intérêt à protéger? Bien, tout dépend des intérêts du milieu, mais nous, on peut penser au corridor des routes 381. On peut penser aussi au secteur... bien, tout dépend le niveau de protection aussi d'exploitation qu'on veut, parce que le ministère de l'Environnement a différentes catégories d'intensité de protection. Donc, la désignation... La désignation reste à définir. Donc, ce ne serait pas nécessairement des parcs nationaux? Bien, pas nécessairement. Ça pourrait être des statuts, oui. Régions de biodiversité, entre autres? Oui. C'est quoi les autres statuts qui existent? Alors, je ne les connais pas tous, mais il y a les plus importants en termes de protection, c'est les réserves écologiques. Donc là, aucune activité est permise. OK. Mais dans les parcs nationaux, les activités de pêche sont autorisées, par exemple. Chasse ou pêche? Chasse ou pêche, mais il n'y a pas d'exploitation forestière ou minière. OK. Et on a aussi le secteur Picoba qui serait peut-être d'intérêt dans le nord-ouest de la carte en haut? Dans le nord-ouest, pour l'instant, il y a quand même le parc éolien qui est construit pour l'instant. Différents secteurs de protection, on peut penser au secteur des lacs où il y a une occupation historique là, avec des chalets, tout ça, mais tout dépend du niveau de protection à définir. Là. Il y aurait également des territoires plus au sud de la MRC, près du fleuve, qui seraient étudiés en ce moment pour être protégés? Oui, bien actuellement, il y a un projet qui est mené par les deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial, qui serait l'extension du parc marin du Saguenay vers la région de Charlevoix. Ça toucherait le fleuve Saint-Laurent. Donc, on peut imaginer autour de l'île aux Coudres, notamment? Oui, toute la portion jusqu'aux limites de Petite-Rivière-Saint-François de façon approximative. Est-ce qu'il y aurait des milieux du littoral à Petite-Rivière qui seraient d'intérêt à protéger aussi? Bien, je crois que le littoral de Charlevoix est quand même très intéressant. Il y a une infrastructure, c'est la voie ferrée, mais toute la question du littoral, pour l'instant, il y a des portions de territoire qui sont encore naturelles et qui seraient toujours d'intérêt pour planifier leur protection ou leur utilisation. Récemment, on a entendu parler aussi du projet Foothills, un projet d'exploration minière qui pourrait s'ancrer dans le nord de la MRC de Charlevoix. La MRC a produit un avis pour se positionner par rapport à ce projet-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? C'est maintenant une obligation des industries minières et du gouvernement de demander un avis de la MRC avant des projets d'exploration minière. Oui. Donc, l'élément que la MRC a soulevé, c'est qu'il semblait avoir une certaine, peut-être pas une contradiction, mais... inadéquation? Une inadéquation, ou plutôt un questionnement sur les projets miniers qui sont à l'étude actuellement et l'intention du gouvernement de protéger de nouveaux territoires ainsi que protéger l'habitat du caribou dans ce secteur-là. Donc, dans le discours, il y a des éléments qui sont contradictoires? Exactement, oui. Bien, qui semblent contradictoires. Qui semblent contradictoires. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres études qui vont être menées pour étudier plus en profondeur l'exploration minière de Foothills? Pour l'instant, c'est des démarches d'exploration. Ce ne sont pas des demandes d'exploitation comme telles. Il n'y a pas de projet minier. Oui. Donc, l'industrie minière fait beaucoup d'exploration pour voir s'il y a un réel potentiel. Donc, pour l'instant, ce sont des démarches assez mineures sur le territoire. C'est du forage exploratoire. Si éventuellement il y a des ressources, là, il y a un débat qui va être beaucoup plus important, à savoir s'il va y avoir une exploitation ou pas. Là. Puis, entre-temps, le ministère aussi va probablement, soit le gouvernement fédéral ou provincial, va probablement sortir une politique, un décret sur la question du caribou aussi, qui peut avoir des effets importants sur l'exploration. L'exploration minière. Exactement. Merci beaucoup, M. Chenet, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. OK, merci à vous.
On reçoit aujourd'hui M. Jean Dubuc qui vient nous parler de la situation du marché immobilier local en Charlevoix. Bonjour, M. Dubuc. Bonjour. Alors, tout d'abord, présentez-vous un peu. Quel est votre profil? Moi, je suis courtier immobilier depuis une vingtaine d'années dans la région seulement de Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-les-Éboulements. On a entendu dans les médias récemment que les prix des maisons unifamiliales et de villégiature en Charlevoix ont bondi par rapport aux 2 dernières années. C'est quoi votre ressenti de votre côté? Oui, effectivement, là, depuis, il y a toujours une évolution dans les prix dans le temps, mais depuis la COVID, évidemment, là, il y a eu une explosion des prix. Pour plusieurs raisons. Les gens voulaient s'installer en région pendant la COVID, puis d'autres ont décidé de déménager carrément ici pour vivre ici à temps plein parce que le télétravail a explosé en même temps. Ce qui a fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de demandes, puis pas plus d'offres. Donc, il y avait à ce moment-là un débalancement et les prix ont vraiment augmenté beaucoup. Une augmentation qui se chiffre à combien environ en termes de pourcentage? 20 à 35 OK. Oui. Et pourquoi particulièrement les maisons unifamiliales et les chalets ou les maisons de villégiature? Dans le cas des chalets de villégiature, comme je disais, les gens voulaient se sauver de la ville, donc là, il y a eu une folie sur les maisons de villégiature. Présentement, les maisons de villégiature, il y a moins de demandes. Il y a les taux d'intérêt qui ont augmenté considérablement. Et les gens qui ont des maisons de location touristique ont vu leur revenu baisser un petit peu par rapport à l'économie qui est au ralenti. Il y a moins de tourisme. Hein? Il y a moins de tourisme, et puis les gens gardent leur argent pour aller au IGA. C'est mieux d'aller au supermarché que de passer un petit week-end dans Charlevoix. Fait que pour ce qui est des maisons unifamiliales, bien là, c'est un autre phénomène. C'est qu'il y a encore... Baie-Saint-Paul a beaucoup d'attractivité par rapport à la qualité de vie qu'on a ici. Donc, il y a encore des gens qui veulent déménager des grands centres ou partout ailleurs pour venir s'installer dans notre ville. Et il n'y a pas beaucoup d'offres. Il y a très peu de maisons à vendre, ce qui fait que les prix restent élevés. Et à mon humble avis, je crois qu'ils vont rester élevés parce que les coûts de construction sont tellement hauts que même bâtir une maison neuve, ça va vous amener à des niveaux qui sont peut-être même plus chers que d'acheter une maison existante. Donc, les maisons existantes, eux, tiennent leur prix. La Banque du Canada avait augmenté dans les 2 dernières années son taux directeur pour le faire atterrir en avril dernier à 5 Oui. C'était aussi, en quelque sorte, pour ralentir la demande. Oui. On se rend compte que dans Charlevoix, ça n'a pas trop été le cas et on commence à diminuer le taux directeur qui est maintenant rendu à 4,25 Donc, cette courbe-là du taux directeur n'aura pas vraiment impacté ici l'immobilier, si on en comprend les choses. Elle n'a pas impacté beaucoup pour les maisons unifamiliales, plus pour les maisons de villégiature. Donc là, le danger avec les baisses de taux, parce que la Banque du Canada a baissé 3 fois dans les derniers mois, puis se projette dans le futur avec 2 autres baisses d'ici la fin de l'année, ce qui fait en sorte que ça pourrait faire que le prix des maisons ne baissera certainement pas. Parce que là, il y a plus d'accessibilité. Fait qu'il y a un danger là, que les maisons continuent d'augmenter, qui va annuler, si tu veux, la baisse des taux. Ça va annuler la baisse des taux. C'est quoi vos prévisions pour les 2 prochaines années? Est-ce que ça va devenir de plus en plus... Ça va continuer à être difficile pour les contribuables dans Charlevoix d'acheter, d'avoir accès aux prêts pour acheter? Sans avoir de boule de cristal, j'ai l'impression que oui. Je pense que l'attractivité, encore une fois, est très grande. Pour les 2-3 prochaines années, je ne vois pas pourquoi il y aurait tout d'un coup une baisse de prix. Une baisse de prix, certainement pas. Une stagnation, peut-être, mais les prix sont tellement élevés que ça va rester haut. Mais avec les baisses de taux, les jeunes acheteurs vont peut-être se dire, bien, si je manque mon coup là, ça ne sera pas dans 4 ans que je vais pouvoir acheter. Ouais. Je pense qu'en immobilier, attendre, c'est jamais une bonne idée. Pour acheter? Pour acheter. Parce que il y a 20 ans, quand j'ai commencé, les maisons étaient pas chères, puis étaient pas chères, étaient au prix du marché. Puis j'ai souvent rencontré des gens qui disaient « Ah, je vais attendre que ça baisse », puis depuis 20 ans, ça n'a jamais baissé. Donc là, la demande est encore très présente au niveau des achats. Quels son de cloche vous avez du côté de la construction neuve en immobilière dans Charlevoix? Bien, ça va bien, je pense. Je connais pas mal de constructeurs qui ont beaucoup de travail, mais les prix sont très élevés. Une maison unifamiliale en bas de 400 000, c'est pratiquement impossible, plus taxes.
Donc, on se retrouve à 450 000 pour un bungalow sur un terrain de 400 000 pieds carrés. C'est beaucoup d'argent, mais ils en vendent et ils en construisent. Donc, la demande est là. Jean, les jeunes familles et les couples qui désirent acheter de nouvelles maisons optent pour de nouvelles stratégies qu'on ne voyait pas nécessairement il y a 5 ou 10 ans dans le marché. Est-ce que vous pouvez nous en glisser un mot? Ce qu'on voit de plus en plus, ce sont ce qu'on appelle du love money, de l'argent qui provient des parents, soit sous forme de copropriétaires ou carrément des dons en argent pour avoir le comptant nécessaire pour financer la propriété. Ça, c'est un phénomène assez récent dans le marché immobilier. On voyait moins ça avant. On voit ça de plus en plus. Avec l'augmentation des prix, évidemment, les jeunes, les premiers acheteurs ont un peu de difficulté à avoir tout le capital pour commencer. Donc, là, on voit souvent des parents qui sont capables, évidemment, puis qui peuvent aider leur progéniture. Il y a aussi des gens qui vont décider d'acheter une maison et de faire appel à une stratégie pour avoir un revenu supplémentaire sur la maison. Oui, bien, c'est une des bonnes façons de rentrer dans le marché immobilier. On sait que le prix, c'est un frein. Donc, ceux qui sont prêts à avoir quelqu'un qui vit avec eux autres dans un appartement, bien, c'est une bonne stratégie pour rentrer dans le marché, faire un bout de temps, 5, 6, 7 ans avec un locataire, parce que le prix des loyers est tellement élevé que tu peux avoir facilement un revenu qui va être autour de 1 000 $ par mois. 12 000 $ par année, ça peut payer beaucoup de dépenses, là. On parle de taxes, électricité, assurance et tout ça. Donc, ça vient diminuer l'impact financier sur le premier achat. Après ça, bien, si au bout de 5, 6, 7 ans, la maison est trop petite ou tu veux déménager ou avoir une maison unifamiliale sans loyer, bien, au moins, tu as capitalisé un peu, puis tu as peut-être pris aussi une plus-value. Ça dépend du moment, mais on sait que l'immobilier, dans le temps, s'apprécie. Fait que peut-être qu'au bout de 5-6 ans, tu as peut-être fait un 10 %, mais si tu revends puis tu capitalises sur ce que tu as payé puis sur la plus-value, bien, ça te permet peut-être d'acheter une maison, pas de loyer. Et ce serait quoi vos conseils que vous auriez pour les couples, les familles, les personnes seules qui souhaiteraient acheter? Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire? C'est d'être bien préparé. Il ne faut pas attendre d'avoir une occasion pour aller à la banque puis se préparer financièrement. Il faut se préqualifier, être sûr de nos chiffres et d'être prêt à agir quand c'est le temps. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. L'équipe de Maison Mère à Baie-Saint-Paul a récemment organisé une soirée à saveur latine dans le cadre d'une journée significative pour la communauté mexicaine de Charlevoix. Aujourd'hui, le 15 septembre, c'est la fête nationale du Mexique. À Maison Mère, on héberge 200 travailleurs au moment de la pointe d'hiver pour le Club Med. Donc, on voulait fêter ça en grand cette année. On voulait augmenter un peu plus les festivités. Les organisateurs de l'événement souhaitaient profiter de cette soirée pour favoriser la rencontre des cultures. On voulait faire partie tout le monde de cette soirée. On voulait avoir comme une soirée où les deux cultures, les Québécois et les Mexicains, on puisse interagir. Comme ça, on partage un peu. Est-ce que c'était une réussite? Oui, je trouve que c'était absolument une réussite. Regarde la salle. On a eu beaucoup de monde. Moi, je pense qu'à un moment donné, pour aider les gens à s'intégrer, puis pour aider à défaire les préjugés qu'on peut avoir, je pense qu'il faut que les gens se rencontrent. Puis un espace festif, c'est toujours une belle place, un beau moment pour permettre aux gens d'apprendre à se connaître, à partager. Deux prestations musicales et une offre alimentaire thématique étaient au menu lors de cette soirée. On a eu l'idée de proposer une dégustation de tacos et différents types de musique. On a eu les mariachis. Là, maintenant, on a Gabriela Olivo, qui est plus dans ses compositions personnelles. Tantôt, on va s'amuser avec les pinatas. Et puis, on va avoir de la danse, vraiment une sélection de musique qu'Elias Aliapi nous a choisi pour danser jusqu'à 23 h pour célébrer leur fête nationale.
l'équipe de Maison Mère a intégré l'organisation de l'événement culturel dans la revitalisation d'un pavillon de son bâtiment. Comme on vient de récupérer la grande salle, puisque l'année passée, elle n'était pas disponible, étant donné que ça devait être le projet de l'Espace Bleu, bien là, on se la réapproprie. Donc, on inaugure presque la grande salle là, dans des festivités. On avait fait la fête du 24 juin, le 22, puis là, on fait la fête des Mexicains. Malgré un départ hésitant, la population de Baie-Saint-Paul a répondu présente à cette soirée. On ne savait pas trop au début, hein? Puis là, finalement, dans les dernières semaines, il y a eu comme une montée. Donc, cette semaine, on a eu plusieurs inscriptions. Donc, on était 80 Mexicains, 80 Québécois. Fait qu'on est pas mal sold out là, pour la capacité, si on veut être à l'aise ici dans la salle. Là. Devant cet important succès, l'équipe planche déjà sur la prochaine édition de l'événement. En tout cas, moi, j'aimerais que l'année prochaine, on puisse faire ça parce que il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais c'était absolument très bien, je trouve, jusqu'à maintenant. Je pense que je suis très, très satisfaite, je suis très contente. Il y a beaucoup de Mexicains. Donc, il y a beaucoup de Québécois aussi, donc c'est agréable. On a refusé plein de monde, malheureusement, à partir de jeudi après-midi. On a été obligé de restreindre un peu parce que c'était quand même de l'organisation. Une chance que j'ai une équipe extraordinairement formidable à Maison Mère, les employés, un groupe de personnes bénévoles aussi. Puis d'ailleurs, je recherche des bénévoles. Si vous voulez vivre une expérience incroyable, donnez votre nom à Maison Mère, on va vous faire vivre des expériences très diversifiées selon ce que les gens veulent s'investir. D'autres activités de rencontres culturelles sont à prévoir au cours des prochains mois à Maison Mère. Viva Mexico!